campo. ¿Cómo están? Yo muy bien, nosotros muy bien, contentos de verte y de recibirte acá en Cariño. ¿Todo bien? Bueno, gracias a todos. Merci à vous tous pour être là. On est super contents, estamos muy contentos de festejar los 3 años de la librería Cariño y de tener invitado a Ricardo, que en estos 3 años no ha podido venir hasta París, pero esperamos que dentro de poco sea el caso. Aprovechamos entonces que tus libros han llegado hasta París y que de hecho cuando nosotros en el 2020 salió el Je suis libre, y este año, en el 2022, salió el segundo de Ricardo, el de Los perros de la lluvia. Tenemos con nosotros a nuestra gran amiga Mayra, que es su traductora y cómplice. Ella, en gran parte, gracias a ella que tus libros están aquí. Y tenemos a nuestro puñado de fieles aquí, nuestros clientes y amigos de la librería, Salut Jacques, presentes. Entonces la idea es presentarles este libro con tu presencia, con tu complicidad, y le doy la palabra a Mayra para que introduzca el tema y el libro. Bueno, hola Ricardo, voy a hablar un poquito en francés porque ahí dale. Entiende, así lo voy a presentar brevemente en francés. Alors, Les chiens de la pluie, c'est donc un livre qui est construit en 10 parties, si je ne me trompe pas, qui commence par le numéro 9 et qui finit par le numéro 1, donc il y a une espèce de décompte sur une unité de temps qui est une seule nuit, et donc chaque chapitre est marqué par le lieu, donc chaque chapitre, le titre de chaque chapitre, c'est le lieu, donc en général c'est Paraná, la rue, la place, etc. On est situé dans la ville, et l'heure. Donc voilà, on commence, je crois, à 18h30 à la 6:30 de la tarde, voilà, et on finit vers 6h du matin, je crois que c'est 5h50. Voilà. Voilà. Et donc tout le long de cette ce qu'on pourrait appeler une errance, hein, parce que finalement tous ces personnages sont dans des errances, chacun à sa manière. Et donc alors, comme le disait l'éditrice, qui malheureusement n'a pas pu être là parce qu'elle a le Covid, c'est pas très original. et donc c'est une chose qu'elle m'a souvent dite sur le livre, c'est qu'elle est très admirative de la construction du livre, de la manière dont le livre, de la maîtrise totale de la construction du livre, où effectivement on a plusieurs couples finalement de personnages. Donc ça s'ouvre sur le personnage de Baltasar Barret, qui croisera plus tard, alors qui lui, il se balade avec un sac, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans ce sac, je crois qu'on ne le saura jamais d'ailleurs. Donc, je ne sais plus. No cuentes demasiado, Mayra. Donc, il se balade avec ce sac, il fuit quelque chose, voilà, il est dans une fuite. Voilà, on le suit, et son chemin croisera dans les parties successives un autre personnage qui s'appelle Léon Veracruz, qui lui aussi est à la recherche, dans une recherche un peu onirique, un peu étrange, qu'on a un peu du mal à saisir, mais voilà, leurs chemins se croisent dans un hôtel, et là, ils vont cheminer ensemble, et avec des coïncidences étranges. Alors, je ne vais pas tout dire, hein, je ne vais pas raconter toutes les coïncidences, mais il y a des destins de personnages qui se croisent. Ensuite, on a le deuxième personnage qui apparaît, je crois que c'est Manuel, le taxi, voilà, qui lui est en couple avec son frère, Vicente, qui est un frère handicapé, et tous les deux vont partir à la recherche du chien perdu de Vicente, qui s'est perdu dans les tunnels, les souterrains du cimetière et de la ville. Il part du cimetière, il rentre dans un trou, il se perd. Et donc, ils vont rentrer dans les tunnels, dans les souterrains de la ville, ils vont aller à la recherche du chien de Vicente. Et voilà, donc c'est pareil, une espèce de voyage dans la ville. Ensuite, on a qui d'autre?
Elisa. On a Elisa. Elisa, qui est une jeune femme qui se prépare. Au début, on la trouve en train de se prendre sa douche, se préparer pour aller à une fête de collègues. Donc voilà, elle est une fête qui n'a aucun intérêt, où elle finit évidemment par boire beaucoup pour oublier, et où elle croise aussi un personnage qui s'appelle El Hombre Julián de ojos sin color, ¿no? De ojos, eso, Julián de ojos sin color, voilà, tous ces destins, et on a Juan et Juan, Juan et Juan, qui sont aussi deux personnages qui sont en fait au début dans une relation amoureuse et qui attendent dans un appartement, on les trouve en train d'attendre dans un appartement pour tuer quelqu'un, donc ce sont des tueurs à gages, mais ensuite, voilà, ça va partir dans une histoire passionnelle, et voilà, et... C'est bien, tu voulais... Non, et évidemment, après, il y a toute il y a plusieurs personnages secondaires que l'on croise au fil du roman. Et ce qui caractérise effectivement disons ces errances, c'est qu'effectivement, on les suit, et c'est là où je pense que Ricardo Romero est vraiment très fort, hein, c'est qu'on les suit et il arrive à nous les faire suivre alors qu'il n'y a vraiment aucune raison particulière, c'est-à-dire que le but n'est pas affiché, on ne sait pas très bien où ils vont, on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils cherchent, voilà, mais on les suit. Voilà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si facile à obtenir, je pense, voilà, dans l'écriture. Entonces, Ricardo, espero que hayas entendido que Mayra hizo una descripción detallada y justa del argumento principal de la novela. Difícil de resumir. Sí, estuvo muy bien armado. Lo que me gustaría tal vez preguntarte, me parece que hay un personaje principal que es muy fuerte, es la ciudad de Paraná. Justamente, como decía Mayra, todos los capítulos empiezan con Paraná. Paraná en tal calle, a tal altura, en esta esquina, en este rincón, enfrente de este parque. Digo, ahí había tal vez una intención principal, efectivamente después está la noche, y como tercer elemento está la lluvia, que efectivamente tal vez es el único detalle que vos no dijiste. Todo transcurre en una noche entre las 18:30 y las 5:30 de la mañana, con esta multitud de personajes que se cruzan, y llueve, todos se mojan. Entonces mi primera pregunta, para que vos nos cuentes, Ricardo, es si justamente la intención era un poco esta descripción de la ciudad de Paraná, o cuál fue el disparador. Lo traduzco rápidamente la pregunta. La question de Mélissa à Ricardo, c'est est-ce que, parce qu'elle lui demande quelle est l'intention autour de Paraná, qui est aussi un des personnages, dit-elle, éventuellement très fort du livre, avec ce Paraná où la pluie est là sans cesse, donc durant toute cette nuit. Donc voilà. Quelle est la centralité, l'intention derrière ça? A toi, a vos. Bueno, en realidad lo primero que tengo que decir es que yo soy de Paraná, yo nací y crecí en Paraná. Y la novela la empecé a escribir viviendo en Paraná y la terminé varios años después de haberme ido. De alguna manera es como, es el único texto que transcurre íntegramente en Paraná, y es como un ajuste de cuentas que yo tengo con la ciudad, digamos. Es tratar de... vieron que cuando uno se va de la ciudad en la que nació, lo hace con cierto espíritu, con cierta vocación de futuro, ¿no? Hacia adelante y dejando atrás muchas cosas. La pregunta tal vez era qué cosas me llevaba, qué cosas quería. Y entonces imaginar estos personajes en esta ciudad. Además siempre me gustaron los relatos corales que tienen de fondo una ciudad en particular. Me parece que ahí hay algo que a mí me convoca mucho como lector o como espectador. Pienso en películas como Después de Hora de Scorsese o Magnolia de Thomas Anderson. Une petite traduction rapide.
un peu, mais... Oui, alors il dit que ce que je dois vous dire en premier lieu, c'est que je viens de Paraná, Ricardo vient de Paraná, et que donc ce roman, il a commencé à l'écrire en habitant encore dans la ville et il l'a fini une fois qu'il était déjà parti. Et donc, finalement, c'est un peu un roman où il règle ses comptes, dit-il, avec la ville, et où il essaye de comprendre finalement qu'est-ce qui l'a poussé à partir. Et par ailleurs, il disait qu'il est aussi, il a aussi un goût particulier pour les romans chorales, où il y a plusieurs multitudes de personnages, comme on disait, et qui se passent dans une ville en particulier. Donc, il parlait de Scorsese et Magnolia. Scorsese, c'est le... Después de hora. Je sais pas comment ça s'appelle. After Hour. After Hours, ok. De Scorsese et Magnolia de Anderson. Voilà. Et donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai traduit. Est-ce que vous voulez qu'on lise un passage ou pas tout de suite? C'est comme vous voulez. ¿Vos tenías algo más que agregar, tal vez, Ricardo? ¿O bueno? Sí, pensaba mientras me traducía que también como lector, a mí esto que decía como espectador y como lector, por ejemplo, uno de los autores que me gusta mucho seguir y que enseguida me envuelve en su atmósfera es Modiano. Y de hecho yo lo leo con el mapa de París, mirando y buscando las calles donde transcurre cada cosa, digamos. Modiano, ouais, vous avez compris à peu près le... Sa référence, c'est Modiano Il parlait justement de la question de la géographie de la ville et de voilà qu'il vit Modiano avec un plan de Paris. Y de hecho hay uno de tus personajes en Los perros de la lluvia que sueña de planos, que cierra los ojos y se pasea en ciudades existentes, pero que retiene como paseos imaginarios a través de los planos, ¿no? Exactamente, sí, en particular de Reykjavik, de la capital de Islandia, que era como ese nombre ¿qué es lo que se llama así? ¿Qué ciudad porta este nombre? Efectivamente, habíamos pensado con Mayra, para los que no lo leyeron, de hacerles escuchar algunos pasajes. Mayra, ¿querés empezar en francés? Puedo empezar en francés. Alors, j'ai choisi un passage. Attends, je vais prendre le micro. Sí, ¿podés? Alors, j'ai choisi, en fait, le milieu du livre. Hein, je n'ai pas vraiment fait exprès, mais le passage que j'ai choisi, en fait, c'est un passage qui relie plusieurs personnages, justement, et qui relie un des personnages que rencontre un des deux Juan. Voilà, et qui a un lien très fort avec le fleuve. Et qui va devenir aussi une de ses compagnons ou compagnonnes de route. Voilà, donc ça commence comme ça, c'est le début de la 5e partie. Paraná, quartier de Bajada Grande, Vieux-Port, 2h50. C'est alors qu'elle lui a tout raconté. Et c'était comme si l'histoire lui était racontée par le fleuve, la voix aveugle et sans sommeil du fleuve qui, à quelques mètres de la voiture, semblait se hisser à travers la pluie pour dévorer la nuit. C'était sorti dans les journaux et les JT régionaux, et Juan se souvenait avoir blagué à ce sujet. L'histoire commençait comme commencent les contes d'horreur pour enfants, par une nuit de tempête comme celle-là, où il pleuvait comme si le monde allait disparaître. Une nuit de tempête comme celle-là, où le monde semblait voué à disparaître. Un bus qui faisait le trajet Santa Fe-Paraná, sans qu'il soit encore possible d'en déterminer les causes, est tombé dans le fleuve depuis un pont routier. C'était le dernier service de bus sur la ligne et les 12 passagers dormaient. Certains ne se sont pas réveillés, d'autres si. Mais dans l'obscurité de l'eau et la panique, ils n'ont pas réussi à remonter à la surface. Et la plupart n'ont même pas réussi à sortir du bus. Seules 3 personnes y sont parvenues et seules 2 d'entre elles ont survécu. Le corps de la 3e a été retrouvé une semaine plus tard à plusieurs kilomètres en aval du fleuve. C'était le fiancé de la fille. Elle avait réussi à survivre avec un homme de 45 ans environ qui avait lui-même perdu sa femme. La voix du fleuve s'est alors tue. Même si Juan connaissait la suite de l'histoire,
Il n'a pas pu s'empêcher d'éprouver la frayeur de l'enfant qui devine que c'est seulement maintenant, après ce silence significatif, qu'on arrivera au cœur de l'épouvante, qu'on entendra l'unique raison d'être de ce récit, celle qui fait que cette histoire sera répétée encore et encore avec d'infinies variations, sauf sur ce point. Car peu importera qui a trouvé la main de qui, mais que ces mains se soient trouvées et accrochées l'une à l'autre dans cette obscurité qui leur rentrait par la bouche et le nez, et peut-être aussi par les yeux, tout aussi désespérés d'y voir quelque chose que les poumons étaient assoiffés d'air. Peu importera également de savoir qui a trouvé la sortie, mais qu'il l'ait trouvée, et qu'alors qu'ils croyaient que tout était perdu, l'air, la nuit et la pluie sur leur visage les ont déconcertés suffisamment pour ne pas savoir de quel côté de la ville se trouvaient. Ce n'est que quelques secondes plus tard, en se regardant, qu'ils ont compris. Ils étaient vivants, car le paradoxe de cette rencontre ne pouvait survenir que dans la vie. Ils se sont regardés. Elle n'a pas vu son fiancé et l'homme n'a pas vu sa femme. Jamais deux personnes n'ont été aussi parfaitement étrangères l'une à l'autre qu'eux-mêmes en cet instant. Ils sont restés là, à flotter, à se regarder. Ils ont flotté toute la nuit, soutenus par cette terreur qui les soutiendrait tout le temps qu'il leur restait à vivre. Vaguement, par la suite, tous deux se souviendraient avoir essayé de trouver l'endroit où le bus avait disparu, mais le fleuve les en a peu à peu éloignés, les a emmenés comme qui, par pitié, éloigne quelqu'un du désastre pour lui épargner cette vision d'horreur innommable qui revient sans cesse vers ceux qui ont dû l'affronter, comme pour réclamer un nom qu'elle ne peut avoir. Mais pour eux, c'était trop tard. Pour eux, cette vision était l'envers d'elle-même. Non pas le corps méconnaissable et sans vie de l'être aimé, mais le corps inconnu et vivant d'un autre. Ils ont été retrouvés le lendemain midi par un bateau à moteur de la préfecture. Ils avaient atterri sur un banc de sable à 100 mètres d'une île et n'avaient pas pu en bouger. Ils étaient assis dans l'eau. Elle n'a pas pleuré jusqu'au moment où elle a vu apparaître le bateau à l'horizon et lui n'a pas parlé, jusqu'à ce qu'un des agents de la préfecture lui demande son nom. Plusieurs jours après, elle n'est pas allée à l'enterrement de la femme de l'homme. Mais l'homme, en revanche, au matin du 10e jour, 2 jours après qu'ils ont retrouvé le corps du fiancé, a assisté à l'enterrement du garçon. Elle, au début, ne l'a pas reconnu. C'était un visage de plus parmi les membres inconnus de la famille et les amis des parents. Ce n'est qu'en face de lui, quand l'homme lui a serré la main et lui a dit ce qu'il a dit, qu'elle a su qui il était. Elle lui a souri et l'a remercié d'être venue. Et tout en s'entendant parler, elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle disait. C'était une splendide journée ensoleillée, un de ces premiers jours de printemps où une brise suggère tout en la camouflant la chaleur qui s'annonce. Sous la lumière de ce matin-là, elle a pu voir le visage brun et réfléchi, la moustache soignée, les cheveux courts, son chagrin sincère. Après le départ de l'homme, elle s'est mise à le haïr. Elle a commencé par haïr sa main, qui ressemblait si peu à celle de son fiancé, et la haine a grimpé petit à petit jusqu'à recouvrir toute son humanité. Puis la haine s'est reportée de nouveau sur la main et y est restée, comme si la main de l'homme en était le condensé exact, plus réel que sa présence même. À partir de ce jour, elle a commencé à le suivre, à enquêter sur lui. Elle a su qu'il avait 2 enfants, ayant quitté Paraná, ceux-là même qui étaient si peu restés auprès de lui les premiers jours après l'accident. Elle a su que c'était un militaire à la retraite qui avait combattu au Malouine, que c'était un bon joueur de pelote basque malgré ses kilos en trop, et qu'en dehors de ça, il s'ennuyait pas mal. Elle l'a vu pleurer quand il croyait que personne ne le voyait. Elle l'a vu casser des choses et rester immobile pendant des heures, assis dans son fauteuil préféré. Il avait une jolie et modeste maison dans le quartier El Paracao, avec un grand jardin plein d'arbres fruités. Que cherchait-elle au juste? Elle n'en savait rien. Peut-être attendait-elle que la haine se transforme en autre chose, une chose qui ne ressemblerait pas autant à l'eau du fleuve quand elle lui entrait par la bouche, par le nez et les yeux, qui ne sentirait pas l'algue et le poisson. Peut-être attendait-elle qu'il la surprenne pour pouvoir voir ainsi sa propre haine réfléchie dans la sienne. Mais rien de tout cela n'est arrivé. La haine est demeurée intacte. Et quand finalement elle et l'homme se sont retrouvés en train de faire la queue dans le même supermarché, il a préféré ne pas la reconnaître. Il a regardé son caddie et a constaté qu'elle achetait la même chose que lui. Un paquet de yerba rosamonte, un pot de confiture à la fraise Arcor, du papier toilette Scott et une bouteille de vin rouge Vasco Viejo. Puis il s'est retourné vers la caissière, comme si de rien n'était, a payé et est parti. Elle ne buvait pas de maté, n'avait jamais aimé les confitures et ne buvait pas d'alcool non plus. Alors quand ça a été son tour, elle n'a pris que le papier toilette parce qu'elle aimait bien les petits chiens dessinés dessus, des petits chiens roses et bleu ciel. Ricardo, ¿crees que leer? ¿Lo reconociste?
No te escuchamos. Ahí está, por algunas referencias, ¿sí? A algunas cosas fui ubicándome por dónde iba. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren que lo lea en castellano? ¿Cómo quieren hacer? Bueno. Sí, si te animás, es la página 157 del quinto capítulo. Sí, De esa, acá lo tengo. Con el barrio Bajada Grande. Paraná, barrio de Bajada Grande, Puerto Viejo, 2:50 horas. Y entonces ella le contó todo, y fue como si el río le contara la historia. La voz desvelada y ciega del río, que a unos metros del auto parecía trepar a través de la lluvia para devorarse la noche. Había salido en los diarios y en los noticieros locales, y Juan recordaba haber hecho chistes al respecto. La historia empezaba como suelen empezar los cuentos de espanto para niños. Una noche tormentosa, como esa misma noche, en la que llovía como si el mundo fuera a terminar. Una noche tormentosa como esa, en la que parecía que el mundo iba a terminar, un colectivo que hacía el trayecto Santa Fe-Paraná, sin que todavía pudiesen saberse los motivos, cayó al río desde uno de los puentes de la ruta. Era el último servicio del recorrido y los pasajeros, 12 personas mayores, dormían. Algunos no llegaron a despertar, otros sí, pero en la oscuridad del agua y la confusión no encontraron el camino hacia la superficie, y la mayoría ni siquiera encontró la manera de salir del colectivo. Solo 3 personas lograron salir, y solo 2 de ellas sobrevivieron. El cuerpo de la tercera persona fue hallado una semana más tarde, varios kilómetros río abajo. Era el cuerpo del novio de la chica que había logrado sobrevivir, junto con un hombre de unos 45 años que a su vez había perdido a su esposa. Aquí, ella, la voz del río, se detuvo. Aunque Juan conocía el resto de la historia, no pudo evitar sentir el sobresalto infantil del chico que adivina que recién ahora, después de este silencio significativo, vendrá el centro del espanto, escuchará la razón única de que todo eso se ha contado, el motivo por el cual esa historia será repetida una y otra vez con infinidad de variantes, salvo en este punto. Porque no importará la mano de quién encontró la mano de quién, sino que las manos se encontraron y se aferraron una a otra en esa oscuridad que se les metía por la boca y la nariz, y acaso también por los ojos que se desesperaban por ver algo, tanto como los pulmones buscaban el aire. Tampoco importará quién de los dos encontró el rumbo, sino que lo encontraron, y que cuando ya creían que todo estaba perdido, el aire y la noche y la lluvia en la cara los desconcertó, lo suficiente para no saber de qué lado de la vida estaban. Solo unos segundos después, al mirarse, pudieron comprenderlo. Estaban vivos, porque la paradoja de ese encuentro solo podía ocurrir en la vida. Se miraron y ella no vio a su novio y el hombre no vio a su mujer. Nunca nadie pudo ser tan perfectamente un extraño como en ese instante lo fueron el uno para el otro. Quedaron ahí, flotando, mirándose. Y flotaron toda la noche, sostenidos por ese espanto que los sostendría todo lo que les quedara de existencia. Vagamente después, los dos recordaron haber intentado encontrar el lugar en el que el colectivo había desaparecido, pero el río los fue alejando del lugar. Los arrastró como quien, por piedad, aleja a alguien del desastre para evitar esa visión del horror que no se puede nombrar y que vuelve una y otra vez sobre las personas que han tenido que enfrentarlo, como reclamando un nombre que no puede tener. Pero para ellos ya era tarde. Para ellos esa visión era su reverso. No el cuerpo irreconocible y sin vida del ser amado, sino el cuerpo irreconocible y con vida de quien no lo era. Los encontró una lancha de prefectura al mediodía del día siguiente. Habían recalado en un banco de arena a 100 metros de una isla y no habían podido moverse de ahí. Estaban sentados en el agua. Ella no lloró hasta que vio aparecer la lancha en el horizonte y él no habló hasta que uno de los oficiales de la prefectura le preguntó el nombre. Varios días más tarde, ella no fue al entierro de la mujer del hombre, pero el hombre, en la mañana del 10º día, 2 días después de que encontraran el cuerpo del novio, sí asistió al entierro de la joven. Ella al principio no lo reconoció, era una cara más entre parientes desconocidos y amigos de los padres. Solo cuando lo tuvo enfrente y el hombre le dio la mano y dijo lo que dijo, ella supo quién era. Le sonrió y agradeció su presencia. Mientras escuchaba, no podía creer lo que estaba diciendo. Era un hermoso día de sol, uno de esos primeros días de la primavera en los que una brisa sugiere y esconde al mismo tiempo el calor que se avecina. Bajo la luz de esa mañana, ella pudo ver la cara morena y asentada, el bigote prolijo, el pelo corto, su pesar sincero. Después de que el hombre se marchó, empezó a odiarlo.
Empezó por odiar su mano, que tampoco se parecía a la mano de su novio, y el odio fue trepando hasta cubrir toda su humanidad. Luego el odio volvió a la mano y ahí se quedó, como si la mano del hombre fuera un resumen exacto que lo volvía más real que su presencia toda. A partir de ese día, ella empezó a seguirlo, a investigarlo. Supo que tenía 2 hijos que ya no vivían en Paraná, los que apenas lo habían acompañado durante los primeros días después del accidente. Supo que era un militar retirado que había luchado en Malvinas, que era buen jugador de pelota paleta a pesar de tener varios kilos de más, y que más allá de eso se aburría bastante. Lo vio llorar cuando él creía que nadie lo veía. Lo vio romper cosas y quedarse quieto horas enteras, sentado en su sillón favorito. Tenía una linda y modesta casa en el barrio del Paracao, con un fondo grande lleno de árboles frutales. ¿Qué era lo que estaba buscando? Ella no lo sabía. Tal vez esperaba que el odio se convirtiera en algo que no se pareciera tanto al agua del río cuando se le metía por la boca, por la nariz y por los ojos. Que no oliera igual, a camalote y a pescado. Tal vez esperaba que él la descubriera y así poder ver su odio reflejado en el de él. Pero nada de eso ocurrió. El odio siguió intacto y cuando por fin el hombre la descubrió haciendo la cola en el mismo supermercado, eligió no reconocerla. Miró el canasto que ella llevaba y comprobó que estaba comprando lo mismo que compraba él. Un paquete de yerba Rosamonte, un frasco de mermelada de frutilla de Arcor, papel higiénico Scott y una botella de vino tinto Vasco Viejo. Después volvió sobre la cajera, como si nada, pagó y se fue. Ella no tomaba mate, nunca le habían gustado las mermeladas y tampoco tomaba alcohol, así que cuando le tocó el turno solo se llevó el papel higiénico porque le gustaban los perritos que tenía dibujados. Perritos rosas y celestes. Eso había sucedido el día anterior y esa noche ella había decidido terminar con todo. Ricardo, ahí Sí. nos quedamos nosotros, unos perritos rosas y celestes para no contar el fin del capítulo. Para no contar. Bueno. Bueno, gracias. Me embalé, me entusiasmé, perdón. Está muy bien, está muy bien. No, porque efectivamente es un capítulo complejo ese, que resume tal vez de alguna forma los cruces que estructuran la novela. Justamente Mayra decía que tu editora había apreciado en tus 2 libros, supongo, no solo en este, sino en los 2, las estructuras. ¿Querés contarnos un poco más sobre eso? ¿Cómo lo estructuraste, cómo lo pensaste? Entre nosotros les cuento que Perros de la Lluvia es tu 5ª novela, ¿no? O un 5º libro, algo así. Ya sí, hace más o algunos menos. años salió en... Sí. Vamos por la 10ª, digamos, y está en la mitad de la producción, digamos, sí. Para mí, solo la pregunta, un segundito, sí. Si no entendí bien. Donc la question de Mélissa, c'était, donc elle rappelait qu'effectivement l'éditrice avait beaucoup apprécié la complexité de la structure et la maîtrise, surtout la maîtrise et el dominio, ¿no?, de la estructura. Et donc elle demandait à Ricardo s'il voulait en dire un peu plus sur cette question-là, et que c'est donc son 5e roman. Ouais. C'est ça. Voilà. Deuxième traduit, mais Oui, sí. Sí, para mí la estructura siempre fue un elemento muy importante al pensar la escritura, porque de alguna manera, sobre todo en estas novelas con muchos personajes o novelas corales, me permite pensarla como si fuera una partitura, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando escribía Perros de la Lluvia, tenía papelitos pegados en la pared y los iba ordenando y desordenando para encontrar el ritmo que finalmente tiene, digamos, o sea, el ritmo propio de la novela. Es decir, la secuencia de los personajes, cómo se conectaban entre sí, las distintas historias, más allá de la conexión argumental, ¿no? También la conexión poética que puede haber entre una historia y otra. Alors, oui, donc Ricardo explique que lui, effectivement, c'est un de ses grands soucis, c'est effectivement la structure du livre, et qu'il le pense en général comme une partition. Il cède donc de post-it, de petits, voilà, et qu'il change constamment de place et qu'il réordonne, etc., pour trouver la bonne connexion, non seulement en termes de logique, disons, événementielle, mais aussi en termes de connexion poétique entre les différentes histoires. Voilà.
Y otra pregunta que tenía para hacerte, Ricardo, es justamente en tu ahora larga carrera de escritor, porque empezaste, digo, bastante joven, has estudiado letras y sos editor, más allá, digo, en esta larga carrera no... me imagino no es lo único que has hecho, pero empezás a tener una cierta experiencia. Justamente, yo ya me perdí cuál era la pregunta, pero no, justamente que en esta larga experiencia has tocado a varios géneros, o sea, se dice que es lo que te gusta también, explorar distintas formas. Más allá de ser una novela coral, ¿cómo la categorizarías dentro de tu experiencia? De tu experiencia de autor. Je traduis. Sí, ¿Entendieron? Je traduis la question. Oui. Donc, Mélissa disait qu'effectivement, dans cette longue carrière de Ricardo, il est à la fois écrivain, éditeur, et qu'il a touché à plusieurs styles. Donc, il avait effectivement dans ses différents livres. Et comment il caractériserait Perros de la lluvia celui-ci, Perros de la lluvia. Más allá de la cuestión coral. Et d'ailleurs, je corrige, parce que tout à l'heure, on disait, il y a 3 romans traduits en français. Le premier, c'est pas moi qui l'ai traduit, mais il est paru au Seuil, je crois. C'est l'époque où Laura Comat était... Voilà, c'est ça. Il est paru au Seuil. Et je crois que c'est Isabelle Dunon qui l'a traduit. Probablement. Oui. Voilà. et donc, c'est Histoire de Roque Rey. Historia de Roque Rey. Histoire de Roque Rey, qui est un long roman aussi, que je vous recommande. Il est vraiment très, très bien. Pardon. Entiendo que hablaron Historia de Roque Rey ahí. Nuestra amiga Mayra se dio el gusto de recordar que este es tu tercer libro traducido al francés y que sí. El primero salió en Seuil y que era la historia de Roque Rey. Ahora te toca a ti. Sí, respecto a tu pregunta, yo la verdad que con las categorías siempre trato de esquivar el bulto, digamos, no sé cómo van a traducir eso, pero sí, de correrme, digamos. Pero sí puedo decir que si la tengo que pensar, es una novela negra, pero insisto, no tanto necesariamente desde lo argumental, si bien hay algún que otro crimen, sino sobre todo desde el clima, ¿no? En ese sentido me interesa pensar la novela como incluso la pensaba Onetti, algunos de sus textos en donde no pasaba nada, pero sin embargo eran novelas negras y criminales de alguna manera, por el clima en el que son y por la naturaleza de los personajes. Porque a mí lo que más me interesa explorar en algunos textos, como Perro de la Lluvia, es la naturaleza de estos personajes. Oui, donc il dit que bon, évidemment, il préférerait ne pas rentrer dans cette question des catégories, que c'est pas quelque chose qu'il préfère en général contourner, éviter, etc. Mais que s'il devait la catégoriser, il la classerait plutôt en tant que roman noir. Mais il dit roman noir, non pas au sens bien qu'il y ait effectivement un crime, plusieurs même, mais, voilà, mais plutôt dans la caractérisation des personnages et le climat, c'est-à-dire l'ambiance générale du livre. Et il cite notamment Onetti, qui est un autre auteur latino-américain, uruguayen. Voilà, merci. Et qui effectivement a aussi cette particularité de, comme je vous disais au départ, bon, finalement, on n'est pas absolument dans l'action. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas forcément quelque chose, mais le roman, malgré tout, transmet une noirceur absolue. Ça, c'est vrai. Je confirme. et ça passe effectivement beaucoup par la caractérisation des personnages et la description des paysages,
des ambiances. Voilà, c'est ça. Efectivamente, sí, tanto Mayra como yo que lo leímos, creo que aquí somos tal vez las únicas, ¿no? Nadie pudo todavía descubrir Los perros de la lluvia. Reconocemos este ambiente un poco inquietante, además, que tiene esto de varias historias paralelas que uno se espera que en algún momento se van a cruzar, van a ocurrir efectivamente, y personajes que todos tienen una forma de alteración, una forma de inquietud, algo escondido, que sea una bolsa, que sea, bueno, una intención, y varios personajes muy ricos y muy extraños. Si me permiten, no sé, Ricardo, a mí me gustaría, porque hay una dimensión también que está siempre muy presente, que es la dimensión del sueño, ¿no? Du rêve. Sí, diría que de hecho es un poco como que uno nunca sabe muy bien si está viviendo un sueño o si está viviendo, o sea, es un poco esa ambigüedad, ¿no? Un poco a la David Lynch, ¿no? O a la Onetti otra vez. O a la Onetti otra vez, claro. Y bueno, no sé, a mí me gustaría leer otro trecho, pero si hay más preguntas no quiero, o sea, otro trecho donde se trata justamente de esa cuestión del sueño de manera muy directa, a la vez de manera trágica y de manera cómica. Que no sé si ya sabes cuál es. Pero bueno, los dejo, lo puedo leer ahora o después, como quieran. ¿Querés hacer algún comentario, Ricardo, sobre ese tema de los sueños? En realidad, yo tal vez, para mí, si pienso en dimensión de los sueños, dimensión onírica, por ahí pienso en Mario Lebrero, otro escritor uruguayo, digamos, y en realidad pienso en cierta porosidad de lo real, y cuando el realismo, que a mí me parece que, de hecho, vuelvo a Modiano, ¿no? Sus textos siempre parecen textos del insomnio, ¿no? Siempre hay algo sonambular, algo del sonámbulo en sus personajes y en sus historias. Y me parece que esa es una forma de acceder a lo real muy legítima, porque definitivamente para mí lo real es muy extraño, digamos. No es que estos personajes son extraños, la realidad es extraña. Cualquiera de todos nosotros, visto con una lupa o con cierto detenimiento, puede ser un personaje muy extraño en cualquier momento. Alors, voy a traducir. Oui, donc, sur la question du rêve, donc, il parlait de... Alors, il a cité d'abord un autre auteur uruguayen qui travaille aussi beaucoup cette question de l'étrangeté du réel, qui est Lebrero, Mario Lebrero, et il parlait encore une fois de Modiano en disant qu'effectivement les personnages de Modiano sont un peu comme des somnambules, qu'il a quelque chose comme ça dans son écriture, et que donc voilà, donc il aime travailler cette porosité du réel et le fait que bon, finalement si on regarde le réel de près et si on nous regarde n'importe qui de près, finalement tout peut paraître étrange. Voilà, c'est ça. Ricardo, ¿estás de acuerdo para que hagamos otra pequeña lectura? Sí, cómo no, por supuesto. ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Aguantan? Aguantan. No. Mais voilà. Alors, oui, alors par contre là, j'ai pas la page en espagnol. Okay, 90 en francés, que sería, te vas a perder, que es la 7. Capítulo 7. Es Paraná, boulevard Racedo, en face de l'ancienne gare, 2 heures. Tout a commencé par un rêve, ou l'écho d'un rêve. C'était par une de ces nuits froides et piquantes de printemps, dans la région des Neuquén, une de celles où Veracruz tentait en vain de convaincre Ludovic, le Français qui tenait le bar du club, de fermer 1 heure plus tard. Ça a d'abord été un rêve, puis la répétition de ce rêve. Pendant plusieurs jours, Veracruz a essayé de reconstituer le chemin du retour de cette première nuit, dans l'espoir de trouver un indice de ce qui l'avait motivé. C'étaient les mêmes rues obscurcies par le vent, les chiens aboyant toujours ailleurs, 1 ou 2 passants,
une voiture au ralenti qui semblait précisément entrer ou sortir d'un rêve, comme si elle cherchait quelque chose. Assis devant la fenêtre de sa chambre d'hôtel à Paraná, regardant la pluie et la lumière qui apparaissaient et disparaissaient dans la gare, c'est sa vie à Zapala qui avait désormais l'air d'un rêve. Un rêve très long, uniquement perturbé par ce rêve intérieur, ce rêve qui le réveillait. Parfois, il pissait du sang et cette nuit-là, c'était le cas. Puis, endolori et effrayé, il s'était endormi. Et quand il s'était réveillé le lendemain, le rêve était là, étincelant. Il était jeune et répondait au téléphone. C'était lui qui répondait au téléphone, même si dans le rêve, il ne l'avait pas entendu sonner. Il décrochait simplement le combiné et se contentait d'attendre que quelqu'un parle. À l'autre bout du fil, on entendait une voix familière qui le saluait amicalement, mais il n'arrivait pas à identifier à qui elle appartenait. C'était un ami qui lui proposait d'aller au ciné l'après-midi. Barrabás venait de sortir, lui disait-il avec enthousiasme. Mais lui, bien que le film l'intéresse aussi, était incapable de lui répondre sur le même ton, car il ne pouvait s'empêcher de se demander sans cesse à qui il avait affaire. Ses réponses étaient distantes et son ami le remarquait. Alors, pour se dépêtrer de la situation, Veracruz lui demandait à quelle heure était la séance. À 7 heures, disait son ami. À 7 heures du matin ou 7 heures du soir, demandait Veracruz. À 7 heures du soir, répondait son ami sans étonnement. Je ne sais pas si j'arriverai à temps. Je dois travailler à la bibliothèque, disait Veracruz. Suite à quoi, son ami, étonné cette fois, lui demandait dans quelle bibliothèque. La même que d'habitude, répondait Veracruz. Mais garde-moi quand même une place, ajoutait-il. Son ami lui disait d'accord, qu'il se retrouverait donc au cinéma. Il n'avait pas l'air très sûr que Veracruz viendrait et semblait un peu énervé. Avant de raccrocher, comme qui se parle à lui-même en croyant que l'autre ne peut plus l'entendre, son ami disait « quel con » et raccrochait. C'est là que Veracruz se réveillait. Si le rêve ne s'était pas reproduit, son inquiétude n'aurait pas excédé ce petit déjeuner méditatif. Plusieurs questions se posaient. Dans quelle ville était-il, étant donné qu'à Zapala, il n'y avait pas de cinéma, mais qu'à Paraná, il n'avait jamais travaillé dans une bibliothèque? Et à quelle époque, puisqu'ils paraissaient tous les deux jeunes, leur voix l'était, et pourtant le rêve ne comportait-il d'autres images que sa main tenant le combiné du téléphone et seulement une partie de son visage, ses lèvres en mouvement? Et bien sûr, la question la plus importante, qui était son ami? Il a encore refait ce rêve plusieurs nuits, avec d'infimes variations. Parfois, le rêve commençait par la sonnerie du téléphone, parfois directement avec le « Salut Léon ». La première fois qu'il a commencé par là, il s'est terminé aussitôt parce que le « Salut Léon » était si net que ça l'a réveillé. Certaines phrases changeaient, l'ordre et les intonations, mais ce qui ne changeait jamais, c'était l'impossibilité de reconnaître la personne qui parlait et le « quel con » à la fin. Une seule fois, il a vu son propre visage dans le rêve, façon de parler, parce qu'en fait, de visage, c'est celui d'Anthony Quinn qu'il a vu, à 20 ans et des poussières. Mais comme ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait, il n'y a pas accordé plus d'attention que ça. Il se doutait déjà que plus d'un de ses souvenirs était en réalité des scènes de films oubliés, qu'Anthony Quinn y joue ou pas, des scènes de remplissage ou des passerelles narratives qui reliaient les histoires, des événements sans importance, mais qu'il pouvait se rappeler avec clarté et précision et où lui était toujours Anthony Quinn, bien sûr. Il lui arrivait la même chose avec les livres. Des chambres éclairées ou dans la pénombre, un dialogue entendu en passant, une femme descendant les escaliers avec un ventilateur de plafond qui tourne, des gens dans le métro, des voitures au feu rouge en file dans un ordre déterminé, une place vue par la fenêtre d'un bus au petit matin. Il pouvait s'agir des détails d'un film ou d'un livre ou de détails de sa vie, ça n'avait plus d'importance. C'était ce dont lui se souvenait. Il l'avait toujours plus ou moins su, mais il en a vraiment pris conscience un jour à l'aube au bar du club, quand déjà saoul, il s'est surpris à se remémorer une discussion avec Burt Lancaster. Or, il n'avait jamais discuté avec Burt Lancaster. Il n'était même pas sûr qu'Anthony Quinn l'ait fait. Mais voilà. A ver, en la versión argentina es la página 108. Sí, 108, sí. Justo hasta terminar la 110. ¿El más? Sí, cómo no. Vale. Son de esas 3 páginas. Esta vez las identifiqué con más claridad, digamos, de dónde a dónde. Anthony Quinn mediante. Paraná, Boulevard Racedo, frente a la vieja estación de trenes, 2 AM. Todo empezó con un sueño, o con el eco de un sueño. Fue en una de las noches frías y puntiagudas de la primavera neuquina. Cualquiera de esas en las que Veracruz intentaba convencer sin éxito a Ludovic, el francés a cargo de la cantina del club, de que demorara una hora más en cerrar. Primero fue un sueño y después la repetición de ese sueño. Durante varios días Veracruz intentó rearmar el trayecto de regreso esa primera noche
esperando encontrar algo que lo hubiera provocado. Las calles oscurecidas por el viento eran las mismas. Los perros ladrando siempre en otra parte. Algún otro caminante, algún auto lento que parecía entrar o salir precisamente de un sueño, como si buscara algo. Sentado frente a la ventana de su cuarto de hotel en Paraná, mirando la lluvia y la luz que aparecía y desaparecía en la estación de trenes, ahora lo que parecía un sueño era su vida en Zapala. Un sueño larguísimo en el que lo único perturbador era ese sueño adentro, ese sueño que lo despertaba. A veces me daba sangre y esa noche lo había hecho. Después, dolorido o asustado, se había dormido, y cuando se despertó el otro día el sueño estaba ahí, reluciente. Él era joven y atendía el teléfono. El que atendía era él, aunque en el sueño no lo había escuchado sonar. Simplemente levantaba el tubo y se limitaba a esperar a que alguien hablara. Del otro lado sonaba una voz conocida que lo saludaba con familiaridad, pero él no podía reconocer a quién pertenecía. Era un amigo que lo invitaba a ir al cine por la tarde. Estrenaban Barrabás, le decía con entusiasmo, pero él, a pesar de haber estado interesado en la película, no podía responderle de la misma manera porque no podía dejar de preguntarse con quién estaba hablando. Sus respuestas eran distantes y eso su amigo lo notaba. Para salir del Paso entonces Veracruz le preguntaba a qué hora era la función. A las 7, decía su amigo. ¿A las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde?, preguntaba Veracruz. A las 7 de la tarde, decía sin sorprenderse su amigo. No sé si llego, tengo que trabajar en la biblioteca, decía Veracruz. Y su amigo, entonces, ahora sí sorprendido, le preguntaba en qué biblioteca. En la de siempre, respondía Veracruz. Pero de todas maneras, guardame un lugar, agregaba. Su amigo le decía que sí, que entonces se verían en el cine. No parecía muy convencido de que Veracruz fuera a ir, y parecía un poco molesto. Antes de cortar, como quien habla solo creyendo que el otro ya no lo escucha, su amigo decía boludo y cortaba. Ahí se despertaba Veracruz. Si el sueño no se hubiera repetido, la inquietud no hubiera pasado del reflexivo desayuno. Había varias preguntas. ¿En qué ciudad estaban, ya que en Zapala no había cines, pero en Paraná nunca había trabajado en una biblioteca? ¿En qué época, ya que ambos parecían jóvenes, sus voces lo eran, porque no había imágenes del sueño que no fueran su mano sosteniendo el tubo del teléfono y apenas un recorte de su cara, sus labios moviéndose? Y claro, la pregunta más importante, ¿quién era su amigo? El sueño se repitió varias noches más, con cambios mínimos. A veces el sueño comenzaba con el ring del teléfono, otras directamente con el Hola León. La primera vez que empezó así, empezó y terminó así, porque el Hola León fue tan nítido que lo despertó. Cambiaban algunas frases, el orden y las entonaciones, pero lo que nunca cambiaba era la imposibilidad de reconocer a la persona que hablaba y el boludo del final. Una sola vez vio su rostro en el sueño, lo que es un decir, porque en realidad el rostro que vio fue el de Anthony Quinn con unos veintitantos años. Pero como eso no era la primera vez que le pasaba, no le prestó demasiada atención. Sospechaba ya que más de uno de sus recuerdos eran en realidad escenas olvidadas de películas, actuara o no Anthony Quinn. Escenas de relleno o puentes narrativos que conectaban las historias, sucesos sin importancia, pero que podía recordar con claridad y precisión y en las que siempre estaba él, es decir, Anthony Quinn. Lo mismo le pasaba con los libros. Habitaciones iluminadas o en penumbras, un diálogo escuchado al pasar, una mujer bajando una escalera con un ventilador de techo girando, gente en un subte, un orden particular de autos alineados esperando un semáforo, una plaza vista a través de la ventana de un colectivo en la madrugada. Podían ser detalles de alguna película o libro, o detalles de su vida, poco importaba ya. Eso era lo que él recordaba. Más o menos siempre había sabido esto, pero terminó de darse cuenta una madrugada en la cantina del club, cuando ya borracho se descubrió recordando una discusión con Burt Lancaster. Y él nunca había discutido con Burt Lancaster. Ni siquiera estaba seguro de que lo hubiera hecho Anthony Quinn. Muy bien, gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta que les haya surgido en esta charla? Pardon, est-ce que quelqu'un a une question qui vous est venue à l'esprit pendant la discussion? Est-ce que le livre est traduit dans d'autres langues que le français? Y aquí te preguntan si el libro está traducido en otras lenguas que no sean francés. No, este libro en particular es la primera traducción. Es un libro que salió hace bastante en Argentina. Tuve la mala suerte que la editorial en ese momento cerró, esas cosas que pasan muy cerca de la salida del libro, y eso no ayudó a la difusión del libro.
Y por suerte, tanto Irene Barqui, que es mi agente, como Claire y Estelle se entusiasmaron con el libro y lo resucitaron. Je traduis? Oui. Donc il disait que celui-ci en particulier n'a pas été uniquement traduit en français parce qu'il est paru il y a, je crois, en 2011. 2011, c'est non? Sí. 2011, sí. Voilà. Il est paru en 2011, donc il y a déjà un certain temps en Argentine, et que son éditeur a fait faillite juste après. Donc, il n'a pas pu vraiment porter le livre, le défendre, etc. Donc, ça a quand même eu des conséquences sur le... Voilà, sur la diffusion et la portée. Voilà. Et que su agente. Voilà. Et donc, son agent, Irene Barqui, a effectivement... en fait, en realidad pasó así. Irene me lo mandó a mí y yo convencí a Claire. Vamos a decir, Perfecto. no hay que olvidar el traductor, defiendo siempre a los traductores, pero es cierto. O sea, me parece muy bien, me parece muy les bien. traducteurs font toujours ce travail un peu de go-between, et c'est vrai que bon, l'agent a beaucoup défendu le travail et défend toujours d'ailleurs le travail de Ricardo. Et donc, elle m'a envoyé ce texte. En fait, moi, je lui avais contacté pour un autre texte. La historia es que yo la contacté para otro texto y ella me mandó ese. Sí, porque Irene estaba obsesionada con traducir Perros de la Lluvia. Entonces... Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Pero efectivamente tus otros libros tenés traducciones al portugués, al italiano, al turco, ¿es verdad? Al inglés. Sí, hay uno que es La habitación del presidente, que es una novela cortita que salió en turco y ahora salió en árabe. ¿Qué le aporta eso de ser traducido a otras lenguas? ¿Qué le aporta el ser traducido a otras lenguas? Y si en particular una lengua, o sea, una traducción a una lengua particular le emocionó. En realidad es siempre una experiencia que a mí me llena de perplejidad ver los textos, ver los textos traducidos. Y yo tuve la oportunidad de estar, cuando estuve cerca de la salida de Historia de Roque Rey, estuve en una residencia en Francia, en la residencia en el departamento du Nord de Marguerite Yourcenar, y me acuerdo haber ido a algunos colegios en donde habían leído fragmentos en francés y en castellano, y los universos que se convocan son muy extraños, muy raros, y es genial que pase eso y que los libros hagan un camino que está muy lejos de mi capacidad de imaginar, digamos. Que algo me haya emocionado en particular, yo creo que me emocionan todos. Que te puedo decir el que más me desconcertó, que supongo que el árabe me va a desconcertar más cuando vea la edición, pero la edición turca parece un teclado descompuesto que escribe solo, digamos, parece escrita sola la novela. De hecho, hablando de traducción, no sé, creo que te lo había comentado, ¿no, Ricardo? En esta novela hay un elemento que yo tuve que hacer como una especie de traslación cultural, que es toda, porque hay un elemento muy importante en la novela, que es el colchón. Sí. Y hay una referencia al colchón Simmons. Con una canción que ni yo me acuerdo, pero no te vamos a hacer caso. Pero yo estuve justamente en Buenos Aires en ese momento y hice el test con varias personas y todo el mundo conoce esa canción. O sea, dije, entonces fue difícil porque de hecho ahora no me acuerdo cuál era en español la canción. No, es los colchones se marca Canon. Canon. Y la canción es O Carol. Exacto. O sea, la melodía es O Carol. O Carol, que es una canción de los años fines 50, 60. 70, exacto. Pero todo el mundo, si le decís en Buenos Aires, à n'importe qui, tu dis les matelas Canon, et tout le monde te chante la chanson, comme la pub, tu vois, qui regarde. Donc là, il y avait un vrai
il y avait un autre problème parce que la référence au matelas revient constamment dans le livre. Donc là, effectivement, j'ai dû faire un petit... Donc, c'est par rapport à ce qu'il dit que parfois il ne reconnaît pas le livre. Bon, ben là, effectivement, je suis allée sur les matelas Simmons et tout le monde... Alors, ce n'est pas aussi connu en France, mais bon moi, en tout cas, je m'en souvenais et il y avait cette pub qui reprend... c'est si bon... Voilà. Voilà. Et donc j'ai repris ça et ça tombait bien parce qu'il y a Louis Armstrong qui la chante et donc ça a été très bien, c'était parfait pour le... Voilà. Mais effectivement parfois on est là, il n'y avait pas d'autre solution si ce n'est laisser donc l'espagnol tel qu'il est là, mais dans ce cas-là on n'aurait pas du tout eu le même effet, c'est-à-dire qu'à la lecture tu ne chantes pas. Voilà. Bueno, me quedaría una última pregunta porque ya pasamos un poco el horario que habíamos dicho y no quiero retenerlos más ni a Ricardo ni a nuestros queridos amigos de cariño. Justamente volver sobre esta idea de las traducciones, de los libros que viajan, que se editan, que duran o que no duran en cariño. Bueno, justamente este tipo de encuentros en que vos estás ahora en Buenos Aires, que nosotros estamos acá, que en el medio están los libros, los argentinos, los franceses, es un gran desafío. O sea, es un gran desafío para nosotros tener los libros en versión original y en versión francesa. Es un desafío que los libros que se editan en Argentina puedan llegar hasta las ediciones francesas y es un desafío esto de poder hablar a través de los medios tecnológicos. Pero justamente por eso quería primero agradecer a Ricardo que esté con nosotros en cariño, porque de hecho estás con nosotros, porque estás en Grandens, a Mayra y a Guillaume, que también es un gran amigo traductor de la casa, que son nuestros agentes yo los llamo les flaireurs, que no sé cómo se podría traducir, ¿no? Los que rastrean novedades. El olfato, sí. El olfato entrenado. Y obviamente los editores, que lamentablemente tus editoras no están presentes, pero que las saludamos, seguramente nos verán en algún momento, que son también gente que toma riesgos. Entonces, bueno, sobre todo eso. Bueno, a mi vez yo también quiero agradecerles a ustedes, bueno, a Mayra siempre, desde siempre, a las chicas del editorial, a ustedes, a la librería, que me parece un hermoso proyecto y además este puente que sea posible y que haya gente ahora en este impreciso momento que estemos pudiendo ya conversar. Me falta el café Calvá nomás, pero bueno, acá es un poco temprano para el Calvados, pero seguramente en algún momento del día lo reponga. Así que bueno, vuelvo a decir, les agradezco que estén ahí, que el libro les despierte curiosidad y ojalá lo puedan leer y disfrutar. Y otra vez gracias por generar este encuentro. Super. ¿Querés traducir o se entendió? Se entendió. Sí. Bueno, gracias. Te dejamos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Ricardo. Vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Salud. Beban algo. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Salud. Puedo contar que como Salud. Sí, es un, Bueno, sí, es un aniversario. Salí. Salgo. el cortón. sí, dale. Bueno. Chao. Chao. Te dejamos. Es interesante. Bueno,